Effectivement, il y a plusieurs manières d'appréhender la densité, des façons plus sociologiques, des manières plus statistiques. Moi, en préambule de la rencontre, je vais vous propose d'étudier en fait plutôt comment peut-on mesurer la densité en synthétisant les différentes études de l'agence qui ont été produites ces dernières depuis 2021 en fait, dans la lignée du bilan du Scott. En préalable, donc, mesurer, c'est une introduction, ça permet de se situer, ça permet de se situer sur une échelle de valeur, de savoir si on est plutôt haut, bas, si on est plutôt faible, élevé en densité. C'est un peu comme sur un thermomètre, mais au nom de quoi on serait élevé, au nom de quoi on serait plutôt bas, justement, ça reste à déterminer. Tout cela, en fait, l'agence a engagé une démarche d'étude à destination des acteurs de la ville, à destination des élus et des techniciens, justement pour créer un vocabulaire commun, des références, pour savoir de quoi on parle et pour pouvoir faciliter en fait la discussion autour d'un sujet un peu délicat, qui est celui de la densité. Alors, dans un premier temps, nous nous sommes attachés en fait, à explorer des questions récurrentes posées notamment par les élus donc, et les techniciens. C'est notamment la métropole, quelle est la densité de la métropole exactement et comment ça a pu évoluer dans le temps, la métropole s'est-elle densifiée. Alors nous nous sommes concentrés sur l'habitat, donc c'est une densité de logements, donc l'indicateur c'est une densité résidentielle, un nombre de logements par hectare. Par hectare, nous avons vraiment exclu tout ce qui est hectare non dédié à l'habitat, donc 100% dédié à l'économie, au commerce, au tertiaire et notamment à l'agriculture pour pouvoir avoir un indicateur qui permette de comparer les densités entre les communes. Sans suspense, en fait, donc en 2015, comme M. Lebel l'a déjà mentionné, en 2015, la densité de la métropole est de 29,2 logements par hectare résidentiel, et la métropole compte une grande diversité de formes urbaines, très contrastées. Effectivement, les plus basses densités sont autour de 5 logements à l'hectare, et les plus hautes autour de 90 jusqu'à 80, et plus précisément même 91 logements par hectare. Donc après la photo, le film, comment on peut analyser l'évolution des densités, sans rentrer dans les détails, il y a 3 manières de voir. Soit on étudie vraiment les espaces constants, c'est-à-dire la densification par l'intermédiaire du renouvellement urbain de ces espaces. C'est-à-dire on exclut les extensions urbaines et on voit si les espaces constitués, déjà là, en fait, se densifient. Deuxième point, en fait, c'est vraiment voir de quelle manière les extensions urbaines vont participer, par rapport à leur niveau de densité, à monter ou descendre la moyenne de la commune dans laquelle s'implantent ces extensions urbaines. En fait, si elles participent à une densification ou à une dédensification. Et enfin, le troisième angle d'étude, c'est l'évolution globale de la densité, incluant les deux modalités, renouvellement urbain et extension urbaine. Alors, quelques images d'illustration, notamment là, le cas de figure du renouvellement urbain, donc sans surprise. Là, c'est effectivement des cas types de production de logements par l'intermédiaire de comblement de petites dents creuses dans des tissus résidentiels déjà constitués. Donc là, effectivement, on est dans des modalités de construction de logements, mais l'étude inclut, utilisant les fichiers fonciers, on est aussi dans la production de logements sans construction, par la division de logements déjà existants, et des cas de figure d'extension urbaine, donc sans surprise des terres agricoles sur la métropole urbaine, quand nous ne sommes pas dans des milieux urbains, c'est quasiment que des terres agricoles en fait, peu d'espace naturel, et dans ces cas-là, en cas d'urbanisation, avec des modalités plutôt d'urbanisation de type résidentiel pavillonnaire. Pour ce qui est des constats, donc on a étudié une période 2008-2015 qui date un peu, qui va être mise à jour à partir de janvier 2024 quand on aura les nouvelles données. Pourquoi 2000-2015 ? Parce que c'était en fait les bornes concomitantes d'utilisation de la donnée, donc en l'occurrence les fichiers fonciers et la base d'occupation du sol. Sur cette période, 40 000 logements ont été produits, 25% en extension urbaine, les 75%, donc les 3/4 en renouvellement urbain. Comme je vous l'ai déjà dit, donc l'évolution de la densité, nous sommes dans un processus de densification. La métropole est passée de 28 logements à l'hectare en 2008 à 29,2 logements par hectare en 2015. Donc ça veut dire, grosso modo, chaque hectare résidentiel du Scott compte 1,2 logements supplémentaires. Alors, ça peut sembler peu, mais ça concerne l'ensemble des hectares résidentiels du Scott. Donc je ne vais pas donner de chiffres, peut-être une personne de l'agence, voire de l'équipe Scott, saura me le souffler exactement, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'hectares qui sont concernés par cette augmentation de la densité.
Le phénomène est global, il concerne quasiment toutes les communes. Seul un peu moins de la moitié dans les années 80 étaient concernées par une densification. C'est aussi concernant les extensions urbaines. Effectivement, comme Monsieur Lebel l'a bien dit, les extensions urbaines sont moins denses que la moyenne du SCOT. Elles sont autour de 20 logements à l'hectare contre 28 logements à l'hectare en 2008 pour le SCOT. Néanmoins, une petite nuance, dans les communes périurbaines, au titre de l'armature urbaine du SCOT, dans ces communes périurbaines, les extensions urbaines qui sont produites ont une densité qui sont plus denses que la moyenne de ces communes. Alors, autrement dit, ça veut dire que les extensions urbaines participent à une densification. Et elles ne participent pas à une dédensification comme on pouvait supposer avant justement d'avoir les chiffres. Certes, en valeur absolue, les densités sont très basses. On a dit 5 logements jusqu'à 12, 15 logements à l'hectare dans ces communes périurbaines, mais les extensions urbaines densifient la moyenne de ces communes. Enfin, la densification, elle est effective, c'est-à-dire qu'elle permet d'éviter l'urbanisation de terres agricoles. On a pu évaluer à 280 hectares de terres agricoles qui n'ont pas été urbanisées grâce à ce phénomène de densification. Alors 280 hectares, ça correspond à 2 années SCOT. Le SCOT autorise un plafond d'extension urbaine annuel moyen de 135 hectares. Donc, grosso modo, le processus de densification a permis, entre guillemets, d'économiser 2 années SCOT en termes d'extension urbaine. C'est une densification qui n'est néanmoins pas suffisante pour atteindre l'objectif de SCOT, de production de logements, de 130 000 logements à horizon 2035. Et on peut dire, en fait, si on peut la qualifier, c'est un peu une densification au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on reproduit les mêmes formes urbaines, légèrement plus denses, mais il n'y a pas de rupture de densité, il n'y a pas de rupture dans le changement de forme urbaine. Donc les formes urbaines les moins denses étant fortement présentes sur le territoire du SCOT, on reproduit quand même les faibles densités, même si on est dans un phénomène de densification. Alors, dans un second temps, nous nous sommes attachés, en fait, pour essayer de clarifier un petit peu le vocabulaire autour de la densité, à fixer des repères et des jalons parmi l'ensemble des tissus urbains constitutifs de la métropole, à coller une densité à une forme urbaine, et cela sur des opérations communes qui ont été sélectionnées, banales de la métropole, pour éviter dans les opérations extraordinaires ou bien un peu exceptionnelles qui étaient particulièrement denses. Là, c'était vraiment pouvoir se situer par rapport aux différentes formes urbaines constitutives de la métropole. Alors, 14 sites ont été retenus pour illustrer toute la diversité de ces formes urbaines, avec la particularité cette fois d'inclure les espaces économiques, les espaces tertiaires et commerciaux. Donc, j'ai oublié effectivement tout cela, c'est une synthèse de différents cahiers, de 2 cahiers en l'occurrence qui ont été produits depuis 2021. Ces cahiers, vous les avez trouvés à l'accueil café. Une synthèse aussi a été produite spécialement pour la rencontre. Alors, pour chacune de ces sites, une fiche en fait apporte une description détaillée des éléments de base, mètre carré, nombre de logements, date de création, comment nommer cette forme, etc. Et ensuite, il y a une analyse beaucoup plus fine selon une batterie d'indicateurs qui va analyser cette fois le bâti, mais pas que, aussi les espaces non bâtis, les espaces libres et aussi les espaces végétalisés. Donc, je cite, les indicateurs, c'est la densité bâtie, densité résidentielle, densité d'usage, coefficient d'emprise au sol, densité végétale, c'est un peu comme un coefficient d'emprise au sol vert, et aussi des différents types de surfaces par habitant, surface libre par habitant, surface minérale, végétalisée. Et on a inclus aussi la canopée, ça nous semblait très important. Effectivement, la canopée des arbres, donc le houppier des arbres, a l'avantage de produire un volume vert sans occuper le sol, si ce n'est la surface du tronc de l'arbre. Donc en fait, un échelon intermédiaire dans cette problématique de diffusion de nature et de besoin de nature en ville, nous avons aussi réussi à renseigner en fait cet indicateur. L'ensemble des sites sont en fait après représentés sur des échelles, justement, c'est un peu le thermomètre des densités, selon les différentes densités, population, bâti, résidentielle, etc. Et ce qui permet en fait de pouvoir les comparer les uns aux autres. Donc là, par exemple, c'est la frise de la densité bâtie. On se rend compte que dans le haut du tableau, le haut du thermomètre, on a plutôt des formes urbaines anciennes, type notamment... j'en profite. Non, hop, un demi-tour. J'ai un laser, voilà. Par exemple, le tissu haussmannien seul et unique de la métropole, donc autour de la rue Faidherbe de Lille, des opérations anciennes aussi, Habitat Bon Marché
de Roubaix, les courets aussi, qui sont assez fortement denses, des opérations contemporaines, comme l'îlot Saint-Maurice, derrière Euralille, derrière la gare Lille-Europe, des opérations aussi plus communes de collectifs continus en front à rue, qui ont des densités relativement élevées. On peut aussi observer le tissu de maisons de ville, caractéristique de la métropole, les maisons dites de 1930 qui atteignent finalement, qui sont une forme urbaine relativement efficace, c'est-à-dire qui sont attractives, de faible hauteur et qui ont une densité satisfaisante. Et enfin, effectivement, on va dire pour les formes urbaines les moins denses, c'est plutôt une morphologie pavillonnaire, que ce soit résidentielle, mais aussi que ce soit pour les espaces commerciaux et économiques. Alors, ce travail a surtout permis, pour clarifier le sujet de la densité, de dissocier des idées et des notions qui ont tendance à s'amalgamer et qui peuvent perturber un peu la discussion, notamment dans les processus de concertation avec les habitants. Première dissociation, notamment, c'est qu'il n'y a pas de lien systématique entre hauteur du bâti et la densité. On peut avoir des formes hautes qui sont néanmoins, qui libèrent beaucoup d'espace au sol et qui sont de faible densité, vice-versa. Des bâtiments hauts qui finalement, avec un niveau de densité élevé, et aussi des bâtiments bas comme la maison de ville et comme on en parlait tout à l'heure, qui a une densité, qui est une forme de densité horizontale, c'est-à-dire une forme basse, et qui a une densité relativement satisfaisante. Donc c'est une première dissociation, ce qui est important parce que souvent on a tendance, enfin les habitants ont tendance à critiquer à travers la densité plutôt la hauteur que véritablement la densité. Autre dissociation, c'est densité végétale et densité bâtie ne sont pas contradictoires. Alors, entre guillemets, le verre n'est pas le monopole du pavillonnaire. Il y a des opérations denses contemporaines qui sont fortement paysagées et qui ont une forte densité végétale et une forte densité bâtie aussi. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des formes urbaines qui peuvent être très différentes et qui ont des densités relativement proches, et aussi des formes urbaines relativement similaires qui ont des densités relativement qui peuvent être différentes, ce qui peut offrir finalement des marges de manœuvre dans la spatialisation notamment des opérations, des programmes d'aménagement. Et enfin, dans un troisième volet, en fait, l'agence a mis en place des nouveaux indicateurs pour étudier cette fois l'environnement, le contexte urbain des opérations. Et cela à des nouvelles échelles. Les échelles, en fait, on a voulu passer en fait, de la maille communale à l'infracommunal, et cette fois, en fait, les calculs vont être représentés à une maille de carré de 100 mètres sur 100 mètres. Ça permet de se caler plutôt sur les îlots, les quartiers, en fait, sur les territoires qui sont plutôt les territoires vécus, en fait. Et notamment, on sera exhaustif sur l'ensemble du territoire du SCOT, on ne sera plus limité à une quinzaine d'opérations. Alors, voilà, hop, non. Avant la fin, il reste... Donc, il est un petit peu... Ouais, il faut attendre un peu. Voilà. Alors, j'appuie doucement. Voilà. Sans doute, il y a une image un petit peu lourde. Il y a une slide qui a du mal à passer. Allez, j'appuie une dernière fois. Ah, elle va passer encore. Voilà. Hop, voilà, c'est celle-ci. Voilà, désolé. Donc, pour l'étude du contexte, comme je vous l'ai dit, on part de la littérature. On suppose qu'en fait, l'environnement, le contexte autour d'une opération, les aménités, les services qui vont constituer ce contexte, en fait, vont agir sur la perception de la densité de l'opération, de manière positive ou négative. C'est un peu une étude inversée, en fait. Donc certains indicateurs permettent de dessiner, de cartographier un petit peu cette géographie d'aménités et de services. Par exemple, la densité de commerce, les marchés, les équipements, la densité végétale, les densités d'espace libre, les hauteurs. Il faudra ajouter aussi l'offre en transport en commun. Et en fait, cette géographie fine, si on la croise avec la connaissance du territoire, ça va permettre de révéler, de cibler certains secteurs, là où la densité se vit particulièrement bien, et au nom de quelle configuration urbaine. Et inversement, on pourra peut-être cibler des endroits où il y aurait des aménités, des déficits qui seraient à corriger.
Enfin, le croisement de ces indicateurs, ça permettra de cartographier, cette fois, justement des relations qu'on a pu cibler. Notamment, je vous parlais de la dissociation entre hauteur et densité. Là, cette fois, on pourra cibler les quartiers, soit haut et faiblement dense, bas et faiblement dense, et vice-versa, etc. Voir quels sont les secteurs de densité horizontale et aller plus loin, interroger la relation entre espace libre et hauteur de bâtiment, comment les espaces libres sont plutôt végétales, minérales, ou bien les quartiers denses et commerciaux, vice-versa, ou aussi la relation entre densité et prix de l'immobilier. Le but, c'est bien de comprendre la relation qu'il existe entre aménité, service et une densité. Ça permettra d'ouvrir des pistes pour favoriser l'acceptation de la densité dans les cas, dans les processus en fait d'aménagement urbain, d'élaboration de projets urbains, de requalification urbaine et aussi dans pourquoi pas aussi la constitution des documents d'urbanisme plus macro, SCOT et PLU. Tout cela à destination bien évidemment des acteurs de la ville, des élus et des techniciens. Voilà, je ne monopolise pas plus la parole. Je vous remercie pour votre attention. Merci Gaël Sprague.